On parle du tribunal privé qui juge de ces litiges. Alors moi, je voulais simplement savoir qui crée ce tribunal, comment sont nommés les membres, quelle est leur légitimité, s'il est privé par rapport à des États, qui ne sont pas des structures privées, des entités privées, d'une part, et d'autre part, quel pouvoir de coercition a ce tribunal pour faire appliquer ses décisions, ce tribunal qui est, comme vous le dites, privé vis-à-vis d'États qui ne le sont pas. Et à ce moment-là, je me dis, pourquoi est-ce que les États se plient? Quel est le pouvoir? Qu'est-ce qui détermine? Qu'est-ce qui crée le pouvoir tel de ce tribunal privé qui fait que des États se plient à ces décisions? Et quelles sont les punitions? Le mot m'échappe, mais quelle pénalité, quelles sanctions le tribunal peut-il imposer à des États qui se rebelleraient contre ces décisions? Merci, très très bonne question. Tribunal, composé de 3 arbitres, qui sont tous des avocats privés. Ils peuvent être avocats cette semaine et arbitres la semaine prochaine. C'est le système Bernard Tapie. L'État choisit un arbitre. L'État qui est attaqué choisit un des arbitres. Le deuxième est choisi par la compagnie et le troisième est choisi par les deux d'un commun accord. Les tribunaux ont lieu soit à l'ICSID, qui est une sorte de branche de la Banque mondiale à Washington, soit à la CNUSED, qui est le UNCITRAL, qui est une sorte de branche un peu éloignée des Nations Unies. C'est là les 2 principaux lieux. Mais il y a aussi la Chambre de commerce internationale à Paris. Il y a un organisme comme ça en Suède aussi. Enfin, il y a 6 ou 7 endroits où ça peut se passer. Le choix donc étant fait, il faut qu'on ait des avocats aussi. Les arbitres sont payés $3,000 du jour. Donc vous en avez 3, ça fait tout de suite $9,000 par jour. Les avocats, c'est $1,000 de l'heure à peu près. J'ai des collègues à mon institut, TNI à Amsterdam, deux jeunes femmes qui ont fait un travail formidable là-dessus. Ils ont lu toutes les publications des avocats, enfin toutes leurs feuilles entre eux, n'est-ce pas, les choses qu'on ne lit jamais, et où ils disent maintenant, par exemple, si tu n'as qu'à 100 millions, c'est rien du tout, tu es un loser. Entre avocats, on dit ça. Maintenant, il faut aller dans les milliards. Et puis, en effet, les exigences de compensation sont de plus en plus grandes. Il y a une compagnie suédoise qui fait un procès à l'Allemagne parce que l'Allemagne a décidé d'abandonner graduellement le nucléaire. Et la compagnie suédoise dit, nous sommes distributeurs d'électricité. J'ai fait appel selon la charte de l'électricité, qui est un traité, et je vous demande 4 milliards, c'est ça, 4 milliards 700 millions en compensation. Donc vraiment, il y a une surenchère là. Les décisions sont soutenues par l'ensemble des États qui sont pour exiger pardon, quel est le mot que vous avez utilisé? C'est pas la coercition, mais les moyens de coercition. Ça, pour moi, c'est un aspect que je n'ai pas étudié. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce moment-là, si on n'est pas payé, apparemment, on peut porter ça dans les tribunaux nationaux. On a fait ça avec des bons du Trésor argentins que des fonds qu'on appelle des fonds vautours ont acheté
pour 10 ou 20 cents sur le dollar et qui maintenant demandent à l'Argentine de leur payer $1 sur $1. S'ils ont des bons du Trésor qui valent facialement $1, ils veulent $1, même s'ils l'ont, quitte à faire un profit de 90%. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? C'est clair? Parce que ces histoires de bons du Trésor, c'est la dette. Hein? C'est la dette de l'Argentine, et comme c'était considéré comme une dette complètement impayable et qui ne serait jamais payée, ça s'est changé sur les marchés, mais avec une énorme discount, un énorme rabais. Et alors, beaucoup de fonds ont acheté, des fonds vautours, ont acheté de ces bons du Trésor que maintenant ils essaient de faire rembourser, et ils ont apporté ça jusqu'à la Cour suprême des États-Unis qui leur a donné raison. Alors, ça veut dire que les États-Unis peuvent saisir les marchandises de l'Argentine si l'Argentine ne paie pas. On peut arraisonner ces bateaux. On n'a pas exemple encore, je n'ai pas tout un catalogue d'exemples de mesures de coercition. En général, si on ne veut pas payer ce qui est demandé officiellement devant le tribunal d'arbitration, on fait un deal. On sort de là, l'État dit « j'ai pas envie de continuer à payer ces frais énormes et je ne vais pas vous donner X, mais je vais vous donner Y ». Ils discutent là-dessus. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de statistiques sur ces procès. On sait 37% pour les États, 28 décisions comme ça, claires et nettes pour les firmes, pour les compagnies, mais le reste, c'est settlement, c'est un arrangement à l'amiable. Donc, et puis, quel était le troisième? Il y avait une troisième partie. Si on ne paie pas, ah ben oui, ça peut vous vider le trésor, oui. Oui, l'Allemagne peut. Mais c'est justement la valeur pour ces entreprises. C'est la valeur pour ces entreprises où elles peuvent intimider en menaçant d'un procès, ou si elles vont jusqu'au bout, elles peuvent vraiment faire beaucoup de mal. J'ai donné le cas de la Slovénie et les assureurs de santé, par exemple. C'est un petit pays, pas très riche, et qui a des procès, je crois, avec 2 différentes compagnies d'assurance hollandaises. Vous pouvez, mais c'est pour vous calmer. C'est pour vous dire, vous avez dénationalisé le système de santé, c'est privé maintenant et ça a intérêt à rester privé. Ah, c'est le ciment pour le néolibéralisme. Égypte, vous voulez augmenter le salaire minimum, vous avez intérêt à ne pas augmenter le salaire minimum. Équateur, vous voulez garder des domaines qui sont non attaquables par l'industrie pétrolière, vous avez intérêt à ouvrir tout le pays ou ne pas faire de traité. Ah ben, s'il a signé, il a beaucoup de mal à refuser après coup. Pour ça, j'ai dit au début, c'est irréversible. Vous avez, à ce moment-là, vous avez des procès jusqu'à 2300. Quand il fera trop chaud de toute façon pour que quiconque fasse un procès à quiconque.
suis pas sûre d'avoir entendu, mais... On peut supposer que ces traités peuvent donner un pouvoir supranational aux États. Ah ben, ça donne un pouvoir supranational aux entreprises, surtout. Oui, absolument. C'est ça, that's the point. C'est pour ça. Voilà. Pourquoi les gouvernements se mettent-ils dans la situation d'avoir une entité qui peut leur imposer des décisions qui vont contre l'intérêt du pays? Pourquoi ils acceptent? Ça, c'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse. Il faut poser la question au gouvernement. Parce que c'est une question qu'on pose très souvent, probablement parce qu'elles estiment, elles espèrent qu'elles auront de l'investissement comme ça, que ça va créer des emplois, ce en quoi elles ont tort, parce que ça peut en détruire aussi, ça dépend, mais ça c'est le mystère. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne discute pas avec les citoyens. Monsieur Juncker a dit, je crois, que les traités commerciaux ne concernaient pas les citoyens. Ça les concerne. Oui, mais pour lui, il pensait que les citoyens n'avaient rien à dire sur les traités de commerciaux. Et le 10 juin de cette année, je crois qu'il y a eu un vote. Il était prévu un vote au Parlement européen. Je peux me tromper, hein, vous me direz si c'est juste, concernant les tribunaux d'arbitrage. Et comme le vent n'allait pas dans le bon sens, ce vote a été reporté. Oui. Et il a eu lieu ensuite. On a changé le nom des tribunaux. On a ouvert quelques portes, un peu comme on a fait pour la Constitution européenne. C'est-à-dire que comme le vote n'aurait pas été dans le bon sens, le résultat du vote n'aurait pas été dans le bon sens, on a préféré changer les textes. Et du coup, je crois que le nouveau texte est passé, c'est-à-dire que le Parlement européen a ouvert des portes vers ces tribunaux d'arbitrage. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas? C'est un peu plus compliqué que ça, qui est déjà assez compliqué, mais Madame Malmström, qui est le commissaire au commerce, a proposé il y a 8-10 jours quelque chose qui s'appelle International, et je ne me souviens jamais, c'est pas International Court of Settlements, mais c'est quelque chose comme ça, où elle essaie de modifier dans ce sens que ce serait des listes d'arbitres qui ne feraient que ça et qui ne seraient pas arbitres et avocats privés en même temps, travaillant pour des firmes pour lesquelles ils voudraient aussi attirer des clients, n'est-ce pas, en arrivant à de bonnes compensations, des choses comme ça. Et ce traité nouveau, ou ce système nouveau, a été aussitôt dénoncé par les États-Unis, que j'ai trouvé très intéressante, parce que nous avons toujours l'impression qu'ils travaillent un peu la main dans la main. Mais le communiqué des États-Unis, le jour même où Mme Malmström a fait cette déclaration et décrit un peu son système, les États-Unis ont dit « il n'en est pas question, nous n'accepterons jamais quelque chose comme ça. Les bases qu'ont proposées les États-Unis sont un bien meilleur point de départ pour cette question. » Et c'était à peu près point barre. Alors, depuis Silence Radio, on continue à en parler en Europe. La réaction des ONG a été que vous pouvez mettre du rouge aux lèvres à un cochon, ça reste un cochon. Et voilà, enfin, c'est là où ça en est. Mais le Parlement européen c'est les sociodémocrates qui devaient donner des gages aux sociodémocrates en Allemagne
et même en France. Et donc, ils ont demandé des changements et on leur a promis des choses. Et je ne sais plus dans le détail exactement quoi, mais c'est un peu périmé cette discussion maintenant à cause de cette nouvelle proposition de Mme Malmström. J'aurais 2 points. Le premier, ça serait une petite précision et un point de vue peut-être légèrement différent sur un point que vous avez cité tout à l'heure. Le deuxième, c'est plus une question. En ce qui concerne le premier point, vous avez parlé tout à l'heure d'une menace sur les agriculteurs européens ou français dans le cadre du TAFTA, en mentionnant particulièrement la mécanisation agricole aux États-Unis. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point. Si on parle de mécanisation agricole, l'Europe n'est pas du tout en retard par rapport aux États-Unis et la plupart des pays de l'Ouest européen sont même en avance. Si on prend des chiffres, par exemple, de rendement à l'hectare moyen, aux États-Unis, il est plutôt de l'ordre de 6 tonnes. En France, il est supérieur à 7 tonnes. Et si on prend les Pays-Bas, il est de 8 tonnes et demie environ. Donc on n'a pas à rougir sur ce point. Par contre, là où je vois une vraie différence, c'est sur les contraintes. Le niveau de contrainte qui s'applique aux agriculteurs des deux côtés de l'Atlantique. Et ce niveau de contrainte, pour moi, entraîne d'autres risques. Aux États-Unis, il y a aussi une grande volatilité au niveau des récoltes céréalières parce qu'ils sont soumis à des aléas climatiques plus importants que les nôtres. Donc ça peut peut-être même être une opportunité pour les agriculteurs européens dans le sens où on a un peu plus de stabilité et il peut y avoir des vases communicants à certains moments. Par contre, en ce qui concerne les contraintes, en tant que consommateur, en tant que citoyen intéressé à l'environnement, s'il y a un nivellement par le bas des contraintes, là je vois un vrai risque en général pour la qualité de ce qu'on va nous proposer à l'achat et pour notre environnement. Merci beaucoup. Vous vouliez compléter ? Alors après, j'avais une question. Mon sentiment de ce que j'ai pu avoir accès sur le TAFTA aujourd'hui, c'est qu'on est un peu dans une position en Europe très passive par rapport à ce traité. J'ai l'impression qu'on est juste dans la situation où on dit oui ou non potentiellement à des propositions qui viennent plutôt des États-Unis, mais je ne vois pas de vraies propositions actives de la part de l'Europe pour ce traité, c'est-à-dire que l'Europe fasse des propositions aussi de nivellement, peut-être par le haut et pas par le bas, de contraintes ou de réglementations européennes qui soient vraiment de poids dans ce traité. Est-ce que mon sentiment est décalé ou est-ce qu'il représente une certaine réalité ? Bon, ben d'abord, merci pour la contribution sur l'agriculture. Je ne voulais pas du tout dire que l'agriculture européenne était arriérée pour les très grandes fermes, mais il y a beaucoup de petites qui sont, je crois, incapables de faire la concurrence avec les très très grandes surfaces aux États-Unis. Peut-être les céréaliers de la Beauce, ok, d'accord. Mais je pense que la moyenne en France, n'est-ce pas quelque chose de 20 hectares ou moins? Quelque chose comme ça? Combien? Une trentaine d'hectares, me dit-on. Je crois que c'est très difficile de mesurer cela contre 20 000 hectares, je crois. Plus le fait que, quelles que soient les négociations à l'OMC, on n'a jamais réussi à faire mettre les subventions américaines vraiment dehors. Jamais. Nous avons peut-être d'autres types de protection, certainement, mais les Américains, avec les autres traités, quelle que soit la négociation, avec le plus célèbre, c'est le NAFTA, où les agriculteurs mexicains ont été vraiment laminés. Et c'est parce que ça mettait une agriculture paysanne en concurrence avec une agriculture tout à fait industrielle. Et ça, le paysan il y avait zéro chance. Quant aux propositions et la passivité de l'Europe, le ministre a fait, Matthias Feckel, qui est le sous-ministre Laurent Fabius, il est le ministre du Commerce.
Et il a dit dans une interview avec Sud-Ouest l'autre jour, cette semaine, qu'au contraire, l'Europe avait fait des offres sur tous les points et qu'ils avaient un mal fou à obtenir des offres des États-Unis et que ce n'était pas sérieux et que les Américains devaient expliquer maintenant mais qu'est-ce qu'ils voulaient parce que ça prolongeait les négociations et on n'arrivait pas à quelque chose de sérieux parce que les États-Unis n'avaient pas rendu clair leur position sur un certain nombre de sujets. Alors, qui sait? Nous ne sommes pas admis. Nous avons des fuites parfois sur voilà l'état des négociations où on dit ça achoppe sur tel ou tel point, mais je ne les ai pas appris par cœur pour la bonne raison que c'est peut-être pas vrai et parce que je n'en sais rien, j'ai pas la possibilité de juger. Hein. Parce qu'on nous laisse dans le noir à ce sujet. Donc voilà tout ce que je peux dire là-dessus. Dans le cas d'utilisation des tribunaux d'arbitrage, quel serait le droit qui serait utilisé? Qui parle, s'il vous plaît? Ah, merci, monsieur. Oui, le droit n'est pas le même aux États-Unis, il n'est même pas le même en France et en Allemagne. Je crois même qu'en Allemagne, il y a deux droits différents, le droit romain puis le droit, disons, anglo-saxon. Et quand on signe un contrat privé entre, disons, quelqu'un de France et d'Allemagne ou des États-Unis, peu importe, on dit toujours, il y a toujours un article qui dit, en cas de conflit, c'est tel tribunal de tel pays qui sera le lieu du settlement, enfin de la liaison. Donc dans le cas de ces tribunaux d'arbitrage entre les firmes privées et, disons, un État, ça peut être un État, quel serait le droit qui serait utilisé? Le problème, c'est que ce n'est pas le droit d'un État. Ça ne compte pas. Mais si, ce serait le droit américain, ou ce serait le droit allemand, ou ce serait... Non, c'est le droit du commerce uniquement, décidé par les précédents. Non, je sais, c'est inconcevable. Je ne suis pas très convaincu, là, quand même. Ça paraît vraiment étrange, mais dans les traités, vous avez des motifs qui vous permettent de porter plainte. Ces motifs sont... J'avais des attentes légitimes qui n'ont pas été respectées. Je n'ai pas reçu un traitement juste et équitable par rapport aux autres. Par rapport, par exemple, aux investisseurs américains ou allemands. J'ai été partiellement ou complètement exproprié. Si c'est complètement, ça, c'est assez évident. Mais si c'est partiellement exproprié, ça veut dire on m'a pris une bonne partie de mes profits, mais ils ne vont pas faire appel au droit américain ou au droit allemand ou français. Là, ça me dépasse, je ne comprends pas. Mais parce que c'est privé. Ce sont des tribunaux privés. Un tribunal, quel qu'il soit, se réfère toujours à une charte qu'on appelle le droit américain, le droit français ou l'autre chose. Ok, mais ce sont des précédents dans le droit commercial. Est-ce que, par exemple, M. Tapie a eu 400 millions? Non, mais ça a été fait suivant le droit français, de toute façon. On était en France. Je ne suis pas juriste, mais je ne pense pas que c'était du droit français. Il y a une certaine jurisprudence qui s'établit dans le domaine commercial. Non, il y aura une jurisprudence quand il y aura eu 100 ou 200. Je ne sais pas comment vous convaincre, ce n'est pas fondé sur le droit national. Du tout. Je ne sais pas. Les conflits entre firmes privées, General Electric contre une firme japonaise, dans le contrat d'origine, on dit, en cas de conflit, ce sera décidé au tribunal de tel endroit, suivant le droit du pays. Mais oui, mais ça c'est purement privé. Une firme contre une autre firme, et ça sera, et c'est dans le contrat, mais quand vous signez le TTIP, vous acceptez, enfin jusqu'aujourd'hui, vous acceptez l'arbitrage qui, avec le nouveau plan de Mme Malmström, ne serait pas avocat arbitre, qui serait une liste permanente de juristes, mais jusqu'ici, ce que les Américains ont refusé, mais qui sont des gens privés, des avocats privés. Non, mais je suis tout à fait d'accord.
Je sais que c'est très difficile à accepter, surtout. Moi, je ne suis pas juriste. Je trouve ça aussi difficile à accepter. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas tant d'arguments, mais je n'ai pas compris. Privé, ça peut se passer dans le cadre d'un traité entre un État et une entreprise privée. Et le tribunal arbitral ou l'arbitrage privé ou le nouveau mécanisme n'aurait juste normalement à évaluer le préjudice, s'il y en a un, d'abord à définir s'il y a un préjudice et après en estimer le montant. Mais les bases de ce préjudice... Sur la base de ce qu'il y a dans le traité en général. Il y a d'autres traités, là-dessus je ne suis pas un spécialiste, mais il y a beaucoup d'autres traités commerciaux qui existent dans lesquels ces mécanismes sont déjà prévus. Ce sont des traités d'investissement. Et les traités d'investissement ont un certain nombre de caractéristiques en commun. Et je vous ai donné 3 qui sont les principaux motifs. Et il y en a peut-être d'autres, il y en a même certainement d'autres. Il y a des revues spécialisées là-dessus, mais ça se passe entre arbitres privés. À Noël en 2014, les avocats américains et anglais, parce que c'est eux les principaux arbitres, avaient une grande réception à Bruxelles. Ils fêtaient la fin de l'année et puis ils avaient, d'après le New York Times, des sucettes en foie gras enrobées de chocolat. Et ils disaient ensemble, qu'est-ce que ça va être le Pérou pour nous, hein, dès que ce traité sera approuvé, ça va être le bonanza, quel est le mot, quel est un mot pour la fortune, enfin, hein? Jackpot, ben voilà, mais je voulais pas mettre un mot anglais. J'ai une question. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué en tant que citoyen l'action dans laquelle on pouvait s'inscrire. Vous nous avez appelé à signer. J'aurais aimé que vous nous parliez aussi des actions des collectivités locales qui existent, dans lesquelles un certain nombre de communes pourraient s'inscrire. J'ai appris au début ici qu'il y avait eu un débat au conseil municipal. Est-ce qu'on se met symboliquement hors TAFTA ou pas? C'était ça à peu près l'enjeu. C'est la tactique qu'on avait utilisée quand on luttait contre l'accord général sur les services, sur le commerce des services. Et on peut utiliser les mêmes bases. Il y a environ 200 communes, je crois, qui se sont mises symboliquement hors TAFTA, mais il n'y a pas de... Mais ça, c'est les militants. Il y a beaucoup, par exemple, de comités locaux d'attaque ou de coalitions qui se sont formés ici ou là et qui ont trouvé que c'était une bonne manière d'agir. À ma connaissance, il n'y a pas de structure centrale pour enregistrer les communes. Il y a un site, ok, bon, mais c'est tellement riche, toute cette matière, que moi, je ne sais pas tout. Mais tous les moyens sont bons. Enfin, le débat de ce soir, c'est, à mon sens, une excellente chose. Je remercie Forges-les-Bains, j'aurais pu le faire plus tôt. Parce que... Non, mais j'aurais pu le faire plus tôt. Parce que c'est très bien d'organiser des débats de cette nature.